Et ça va commencer incessamment sous peu. Vous allez voir apparaître une petite bannière qui nous indique que l'enregistrement a débuté et c'est le cas. Donc, merci à tous d'être présents pour ce troisième rendez-vous. Donc en effet, chez Chris Réseau, on a décidé, voilà, de créer, quelques petites sessions de webinaires concernant les produits phares. Et donc, l'un des produits phares qui, est, dans notre catalogue autour des solutions Trend Micro, correspond donc à la solution. Donc ce que l'on va voir, durant, 7 heures, 7 heures et demie approximativement, de webinaire, c'est voir un petit peu, voilà, un petit peu les atouts de la solution Worry-Free, voir un petit peu comment elle s'implémente et voir un petit peu finalement quels sont les différents, éléments à prendre en compte sur cette solution et notamment de parler de la partie, EDR ou XDR puisqu'aujourd'hui ça devient un petit peu, j'allais dire le cheval de bataille. Aujourd'hui, la notion d'EDR et XDR prend vraiment une place assez importante dans la protection, des, différentes machines. Donc, ce que l'on va faire, c'est, déjà commencer juste pour vous donner un petit peu l'agenda de ce qui va être, constaté, consulté, durant cette heure. C'est, donc une petite présentation assez rapide, des points intéressants des différentes solutions, autour de Worry-Free et ensuite on se connectera à une console pour visualiser, un petit peu plus, dans le détail, on se connectera sur la console pour visualiser un petit peu plus dans le détail des éléments un petit peu clés, de cette solution qui est, assez riche. Je vois qu'au fur et à mesure les gens se connectent, c'est parfait. Alors je vais commencer à partager mon écran. OK, super. On va rajouter le pointeur laser. OK, super. Je vérifie juste que l'écran est correctement partagé. Super. OK, donc on va commencer avec, voilà, la discussion autour des différentes suites, donc, Worry-Free. Hem, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Farid Bekeri, directeur technique au sein de Chris Réseau. Donc on va, discuter, voilà, un petit peu des différentes solutions autour de Worry-Free. Donc déjà un petit rappel, voilà, de l'ensemble du catalogue de Trend Micro. Et notamment des solutions Worry-Free. C'est vrai que Trend Micro a mis voilà, beaucoup d'énergie pour pouvoir créer un écosystème autour du MSP en partant d'un seul et même principe. Si on prend cette pyramide et que l'on commence avec la partie du bas, on voit que voilà, il y a un certain intérêt chez vos différents clients. Donc les intérêts vont tourner autour de différentes solutions que l'on retrouve en majorité chez les clients. Donc on va retrouver du endpoint, on va retrouver du mobile, on va retrouver, voilà, de l'Office 365, du G Suite, enfin différents environnements qui représentent donc une grande majorité de ce que vous pouvez retrouver chez vos différents clients. Pour répondre à ce fameux besoin, donc il y a différents intérêts, hein, mais pour répondre à ces différents besoins, on va retrouver différentes suites, qui existent donc, chez Trend Micro. On va retrouver la suite Worry-Free, celle sur laquelle justement, on va passer un petit peu de temps et donc sur cette fameuse suite, on va retrouver, voilà, différents niveaux de protection. On va retrouver des produits qui sont plus orientés, mail, des produits qui vont être plus orientés web et l'ensemble de ces solutions donc font partie, d'un écosystème un petit peu plus important. L'écosystème autour du LMP, donc ce qu'ils appellent le License Management Platform, qui va vous permettre, vous, en tant que prestataire et en tant que revendeur, d'obtenir une plateforme dans lequel vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos clients et leur système d'information. Vous allez pouvoir déclencher vous-même l'utilisation de certaines licences. Vous allez être capable, voilà, finalement, de gérer tout l'écosystème que vous pourriez avoir chez vos différents clients, leur donner des licences et gérer même la partie configuration et sécurité autour d'une solution que l'on appelle le Remote Manager. Et ces deux solutions, l'une avec l'autre, vont vous permettre vraiment de créer ce qu'ils appellent cet écosystème MSP. Donc le MSP écosystème qui va vous permettre de gérer vos licences dans un premier temps avec le LMP et pour la partie technique et pour notamment les administrateurs voilà, de ces différents points, la solution Remote Manager
qui va vous permettre de gérer des politiques de sécurité, de vérifier justement la remontée, des informations, autour de vos différents, endpoints et d'écrire voilà des politiques globales et d'avoir finalement une vision sécu, hein, qui est plus orientée technicien ou administrateur de la solution et donc l'ensemble de ces 2 éléments vont permettre de répondre à un écosystème de type MSP. Autour de cet écosystème MSP, on verra aussi qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur le marché. Alors il y a indiqué que c'est une nouveauté, mais c'est plus forcément le cas. Ça fait déjà quelque temps que cette solution, existe, notamment avec ce qu'ils appellent le Co-Manage XDR, qui va vous permettre de fournir à vos différents clients un service un petit peu plus évolué. Donc Trend Micro vous aide en tant que revendeur à finalement comprendre un petit peu, tous les logs de détection que vous pourriez avoir chez vos clients vont être capables donc de, voilà, de vous donner, une vision un petit peu plus, précise, de ce qui a été constaté dans l'ensemble des logs qui remontent donc de votre système de télémétrie, et fournit donc voilà aux revendeurs la possibilité d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire. On s'appuie finalement sur le socle de Trend Micro pour pouvoir fournir à vos différents clients un niveau de sécurité beaucoup plus important. On parle de co-manage puisqu'en effet, on considère que le revendeur a pour objectif de gérer ses clients et en s'aidant du savoir-faire de Trend Micro, on va être capable voilà, d'avoir un socle beaucoup plus important. Et donc l'ensemble voilà, de ces éléments vous permet vraiment de créer un écosystème de type MSP. Si je rentre un petit peu plus dans le détail ou en tout cas dans les différentes suites qui existent chez Trend Micro autour de Worry donc Worry est décomposé en plusieurs solutions. La solution Worry-Free Services classique, hein, qui a pour objectif de protéger poste, téléphone et Mac. Donc on va être capable, voilà, de fournir une protection au niveau des endpoints. On va rajouter au-delà de cette notion de Worry-Free Services, un Worry-Free Services Advanced qui va englober le Worry-Free Services, mais qui va rajouter en plus de ça la protection, de votre messagerie. Donc notamment avec la solution, Cloud App, plus Email Security qui va vous permettre avec ces 2 solutions de gérer et la partie endpoint et la partie mail et donc de fournir voilà un niveau de protection assez intéressant. Au-delà de tout ça, donc on rajoute voilà une espèce de voilà de couche autour du Worry-Free Services Advanced que l'on appelle le Worry-Free XDR et qui en plus de ce que l'on a cité, au préalable, va vous permettre donc d'activer ce qu'ils appellent le Endpoint Sensor et donc ça va vous permettre finalement de remonter des informations de vos postes et de votre système de messagerie et chacune de ces informations vont être stockées dans une base de données que l'on appelle le lac de données chez Trend Micro. Et donc, dans ce lac de données, en effet, on va pouvoir y stocker un petit peu tous les événements intéressants qui se sont déroulés au niveau de la messagerie ou au niveau des postes. Et de cette manière-là, en stockant ces informations, on va pouvoir avec cette solution, corréler les informations, comprendre l'interaction qu'il y a entre chacune des machines voilà, du même réseau ou même à l'extérieur de ce fameux réseau, tout en comprenant un petit peu voilà, tous les éléments qui pourraient provenir soit des postes, soit des serveurs ou de la partie email. Et de cette manière-là, on va regarder vraiment en profondeur l'ensemble des événements marquants de ces différentes machines. Et grâce à tout ça, on va être capable de vous mettre en évidence le fait que vous êtes peut-être en train de subir une cyberattaque, que peut-être cette cyberattaque est présente depuis quelque temps chez vous, qu'elle se balade d'une machine à une autre. Voilà, l'objectif de l'EDR ou du XDR, plus précisément lorsqu'on rajoute la notion de messagerie, va vous permettre d'avoir un œil beaucoup plus précis sur la sécurité de du SI de votre client. On a en plus de ça, du coup, un intérêt du coup avec cette notion-là. Donc, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir du sandboxing, mais ça correspond un petit peu à tous les produits SaaS que l'on pourra avoir chez Trend Micro. On vous permet de bénéficier voilà, d'une sandbox et donc, en effet, dès lors qu'on va avoir un fichier dont voilà, l'état est un petit peu particulier, dont le niveau de prévalence est assez faible, un fichier voilà, qui est considéré comme suspicieux va être transmis de manière automatisée à une sandbox qui va permettre justement d'analyser en profondeur un petit peu ce que l'on peut avoir à travers cette sandbox qui va nous retourner finalement le fait qu'un fichier soit considéré comme dangereux ou pas. Worry-Free, donc avec la solution donc qu'ils appellent voilà, le Manage XDR, va vous permettre en plus de ça, comme je vous l'indiquais juste avant, de bénéficier d'un savoir-faire un petit peu plus important, à savoir que vos systèmes, du coup, vont être monitorés par des experts. L'intérêt aussi, c'est que ça, on travaille sur du 24/7.
Souvent, on peut recevoir un email, voilà, considéré comme dangereux la nuit, par exemple. Vous n'êtes pas forcément présent chez le client. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de fichier va quand même être réanalysé et en cas d'infection, en cas voilà, de fichiers corrompus, en cas de menace particulière, ces experts vont avoir pour objectif déjà de faire de la détection dans l'ensemble des logs qui remontent à partir de votre système, de faire de l'investigation et potentiellement vous permettre de répondre et d'aller jusqu'à l'investigation. On va être capable aussi avec ce système-là de vous fournir des rapports mensuels. Alors, une petite particularité, l'ensemble de ces rapports du coup sont en anglais, puisque pour respecter ce 24/7, en effet, c'est voilà, c'est le langage du coup anglais, alors technique bien évidemment, mais le langage anglais du coup a été retenu pour vraiment permettre à plusieurs équipes qui sont situées au niveau mondial, bah, de répondre, de vous fournir des rapports détaillés tout en vous expliquant la démarche à suivre lorsqu'il y aura justement une détection. Comment faire pour faire de la rémédiation? Comment faire pour voilà, pour répondre à des incidents, des incidents critiques et vous expliquer finalement la marche à suivre comme si vous aviez, voilà, un niveau de sécurité un petit peu plus important. La notion de co-manage, voilà, qui aujourd'hui permet notamment au niveau des MSP, de vous fournir encore, voilà, ce niveau, qui est un petit peu différent de celui que l'on a expliqué juste avant, puisque le Worry-Free XDR classique, hein, est vraiment orienté, j'allais dire, orienté, client, alors que lorsqu'on parle de co-manage, en effet, c'est plutôt orienté, revendeur et donc en effet, ça va vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin et lorsqu'on dit qu'on va plus loin avec le co-manage, c'est que notamment on va être capable de faire ce qu'ils appellent du cross customer analysis. Donc en effet, vous en tant que revendeur, vous avez plusieurs clients finaux. L'intérêt du co-manage, c'est qu'on va être capable de vous donner une visibilité sur l'ensemble de vos clients et non pas se cantonner à un seul et même client. Donc ça va vous permettre d'avoir des actions de rémédiation, de response, des rapports mensuels beaucoup plus intéressants et surtout sur l'ensemble de la base, des clients que vous pourriez avoir chez vous. Donc voilà, c'est un petit peu pour resituer un petit peu les différentes briques qu'il existe chez Trend Micro et notamment autour de la solution Worry-Free. On part d'une solution simpliste post et au fur et à mesure, on rajoute des fonctionnalités et donc en effet, ces fonctionnalités permettent vraiment d'avoir un niveau de sécurité beaucoup plus important. Un petit rappel aussi sur, lorsqu'on rentre un petit peu plus dans le détail, de cette solution Worry-Free Services, on va retrouver, voilà, les différentes fonctions que l'on pourra charger dans l'agent, hein, qui va être déployé sur vos différents endpoints. Donc on va pouvoir retrouver, voilà, de l'analyse comportementale. En effet, lorsqu'un agent est installé, on va au-delà de l'analyse classique. Les antivirus aujourd'hui sont un petit peu plus performants et on va pouvoir faire de l'analyse de comportement. On va pouvoir faire aussi ce que l'on appelle l'apprentissage automatique. Donc, ça rajoute une fonctionnalité liée à de l'intelligence artificielle qui permet à un moteur intelligent, qui permet à ce fameux moteur intelligent de prendre des décisions lorsque voilà, le comportement est un petit peu particulier, lorsque les fichiers qui sont ouverts ou même les fichiers qui sont inscrits sur le disque ont des comportements anormaux au niveau de la machine. On va permettre à ce fameux moteur intelligent qui est représenté par un cerveau, voilà, de prendre lui-même la décision de savoir si, en effet, cette menace est réellement une menace ou pas, sans forcément connaître la signature de ce fichier. Donc, on a vraiment acquis chez Trend Micro depuis quelques années un niveau d'analyse beaucoup plus, performant. On va pouvoir retrouver aussi de l'analyse anti-malware. Alors hop, je vérifie juste une petite chose. J'ai l'impression que, hop, on a des personnes supplémentaires. Hop, bienvenue aux différentes personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Hop, je vais relancer le diaporama. OK, super. Donc, en effet, voilà, on va retrouver différentes analyses assez intéressantes. On va pouvoir retrouver de l'analyse anti-malware, bon, comme on l'a eu depuis des années et donc, en effet, avec de l'analyse de fichiers statiques, mais ce n'est pas là que fait la force du produit, Worry-Free. On va pouvoir retrouver du chiffrement, et donc loquer finalement, l'utilisation du disque des différentes machines, hein, qui seraient, donc, en s'appuyant sur du BitLocker.
On va pouvoir retrouver du contrôle de dispositif. En effet, on aura la possibilité de définir ce que l'on autorise au niveau des utilisateurs, ce que leur autorise. Est-ce qu'ils ont le droit de brancher une clé USB et de l'utiliser? Est-ce qu'ils ont le droit de, voilà, de faire de la lecture, de l'écriture? On va pouvoir faire aussi du contrôle applicatif. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très utilisé par nos clients, mais qui a quand même un certain intérêt. En effet, on aura la possibilité de définir qu'est-ce qui a le droit d'être exécuté sur une machine. Donc ça nous permet vraiment de durcir, le poste et durcir le poste va nous permettre de dire: «Ben voilà, les logiciels de type peer-to-peer, j'ai pas forcément envie de les voir, sur les postes clients. J'ai pas envie de voir, des logiciels de type Keylogger, j'ai pas envie de voir certains logiciels même, voilà, des logiciels comme du Wireshark qui pourraient potentiellement se retrouver sur un poste, notamment les postes des techniciens». Mais voilà, on va être capable par catégorie, d'identifier un applicatif et d'indiquer si celui-ci a le droit de s'exécuter sur une machine ou pas. On va pouvoir aussi retrouver dans les modules disponibles dans la protection des postes la prévention contre les pertes de données. Donc la prévention contre la perte de données, on va être capable en effet d'analyser finalement tout ce qui circule à travers la machine et en fonction de tout ce qui circule sur la machine, on va être capable de définir des règles indiquant que si on retrouve des données à caractère personnel, par exemple, ces données-là n'auront pas le droit d'être déplacées de l'endroit où elles sont situées. Et donc c'est en effet pour pouvoir répondre à des besoins aujourd'hui, notamment autour de la RGPD, et donc, on va pouvoir retrouver voilà, cette notion de prévention contre la perte de données. Dans un seul et même agent, finalement, on retrouve beaucoup de fonctionnalités. Réputation des sites web et filtrage d'URL. Donc, en effet, on va avoir la possibilité de fournir aux clients du filtrage d'URL qui va nous permettre de travailler en HTTP, en HTTPS, et par la même occasion de définir les catégories que l'on a le droit d'utiliser. Donc on va pouvoir définir, et vous le verrez, il y a un certain nombre de catégories disponibles. On va pouvoir retrouver, du filtrage d'URL, on va des catégories de type, voilà, shopping, jeux, Warez, pornographie et cetera, et donc on aura un niveau de détail assez important et on aura la possibilité de le gérer par, plage horaire d'ailleurs, par la même occasion. Pare-feu aussi, donc on va retrouver un pare-feu assez classique, rien d'exceptionnel, même s'il est intégré avec un IDS, c'est du stateful et on va pouvoir en effet définir si, ces, fameux, trafics ont le droit, de sortir de la machine, de rentrer dans la machine. On peut gérer vraiment en entrée et en sortie, et donc l'ensemble de ces modules que je viens de vous citer vous permettent de mettre en évidence du coup, que cet agent voilà s'adapte finalement aux besoins de l'ensemble de vos clients. En plus de ça, donc cette notion d'EDR et d'investigation, en effet, lorsqu'on travaille avec la solution Worry-Free Services, hein, qui est d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas précisé jusqu'à présent, mais qui est une solution SaaS, en effet, on aura la possibilité d'utiliser donc de l'EDR, donc vous permettre de faire de Endpoint Detection and Response. Comme je vous le précisais tout à l'heure, on récolte l'ensemble des événements marquants, ce qu'ils appellent des systèmes de télémétrie sur la machine, on les transfère dans une base de données en permanence, donc ça fait du flux, mais globalement, voilà, c'est pas quelque chose qui risque de saturer la machine ou votre bande passante. On enregistre, enfin, voilà, de manière assez basique, l'ensemble des événements de vos machines, et à l'intérieur de ceci et de ces fameux logs, on va faire de l'analyse un petit peu plus en profondeur. Une seule console de gestion, forcément, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces paramètres chez vos clients. On va retrouver aussi donc l'ensemble des OS qui sont prises en charge par, ce produit-là, et on va pouvoir retrouver donc, si on bascule en Services Advanced, la possibilité d'utiliser 2 produits supplémentaires, ce qu'ils appellent le produit Email Security et la notion de, voilà, de Cloud App Security, et en effet, voilà, ça vous permet finalement d'aller un petit peu plus loin, et comme je vous le précisais, l'ensemble de vos clients sont souvent équipés de solutions autour d'Office 365. Donc ils utilisent en majorité de l'Exchange, mais ça peut être du OneDrive, ça peut être du SharePoint, ça peut être du Teams, et cette solution-là va permettre, grâce à un système d'API, voilà, de vérifier le contenu, de vos échanges, et potentiellement de bloquer, voilà, de bloquer, ces menaces. En effet, au sein même d'une entreprise, des utilisateurs peuvent, à travers un OneDrive, s'échanger des données sans que ceci soit analysé d'une manière ou d'une autre, hormis sur le endpoint lui-même. En protégeant, voilà, avec Cloud App votre drive, vous savez que tout élément qui va être déposé sur votre drive sera scanné et sera validé comme étant sain avant d'être transmis à une personne de l'entreprise. On va pouvoir retrouver du Google Drive, du Box, du Dropbox, il y a du Salesforce aussi. Bref, on a un certain nombre de produits assez intéressants autour de Cloud App Security.
Email Security est plus une passerelle, mais le principe est toujours le même. Alors on en a pour objectif de protéger le système de messagerie de votre client et donc là, on est autour de la solution Worry-Free Services Advanced. Endpoint Detection and Response, donc à quoi ça correspond? On récupère des données sur la machine, tout ce qui est système de télémétrie, on a un certain nombre de points récupérés et on va les transmettre dans cette base de données. Et l'objectif de transférer ça dans cette base de données, c'est d'analyser finalement ce trafic, ou en tout cas ces comportements, de manière beaucoup plus simpliste. Ces données-là étant dans cette fameuse base de données, on va pouvoir en parallèle vérifier, regarder le contenu, de ces données, regarder s'il n'y a pas une corrélation, une liaison justement entre les différentes, infections. On va faire aussi ce que l'on appelle de l'IOC sweeping. Donc en effet, on va pouvoir rechercher des indices de compromission, dans cette fameuse base et vous les mettre en évidence si en effet on trouve quelque chose de dangereux pour que derrière vous puissiez faire, votre investigation. Bon, on va rechercher des menaces aussi par la même occasion. Et on va pouvoir faire aussi ce que l'on appelle du root cause analysis. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important puisqu'en effet, le root cause analysis va vous permettre, en cas d'infection, en cas de menace trouvée sur votre machine, bah, de comprendre un petit peu par quel biais justement cette menace est arrivée chez vous. Vous avez un fichier voilà, qui est considéré comme malsain et qui a été voilà, trouvé sur la machine. On aura la possibilité de demander au système de remonter dans la base de données les éléments marquants pour savoir où c'est que ça a été exécuté, par quel utilisateur, sur quel endpoint et si d'autres machines ont été infectées par la même occasion. Donc votre investigation voilà, est largement simplifiée avec cette solution. Et donc, en effet, voilà, on balaye la base de données, on recherche des menaces. Bon, un petit réca on va se connecter dans tous les cas sur la console, pour visualiser un petit peu, à quoi elle correspond, mais globalement, on a quelque chose d'assez sobre et on va pouvoir retrouver, voilà, dans ce dashboard des éléments, un peu parlants, et l'ensemble de ces éléments est cliquable et nous permet d'identifier très rapidement les menaces. Un dernier élément avant que l'on puisse voilà, se connecter sur la console, la notion de log qui a été grandement améliorée sur la solution. Et donc, en effet, lorsque vous allez dans la section de log, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de logs donc, qui vont être capables de nous indiquer si des fichiers ont été bloqués, ont été supprimés, s'il y a eu voilà, une mise en quarantaine, s'il y a des accès denied, donc des accès à une base de registre, par exemple, du coup, qui a été bloquée pour différentes raisons. On va pouvoir retrouver voilà, l'ensemble des logs de détection et l'ensemble de ces logs vont être catégorisés en fait sur 3 éléments avec un niveau de détail plus ou moins important. Le premier niveau de détail que l'on va avoir, c'est uniquement que du log très classique représenté par la première icône que l'on verra par la suite. On va pouvoir retrouver aussi ce que l'on appelle le Enhanced Threat Analysis. Désolé pour cet anglais approximatif, mais en gros, c'est une manière de dire que, en effet, la menace a été détectée et on va vous donner un peu plus de détails quant à l'origine de la menace, ce qu'elle a voulu faire sur la machine. On va avoir des informations assez intéressantes. Le troisième niveau de détail que l'on n'a pas forcément à chaque fois, c'est ce que l'on appelle justement la génération de la root cause analysis. En fonction de ce que l'on va voir dans ces logs et en fonction de la pertinence de ces logs, on va être capable de vous proposer de rechercher l'origine finalement de cette infection. Est-ce que c'est arrivé par mail? Est-ce que c'est arrivé d'une autre machine par un partage réseau? Est-ce que c'est arrivé voilà, suite à l'exécution voilà, de fichiers suite à un accès internet. Bref, on va vous permettre de comprendre un petit peu mieux par où c'est arrivé. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir 3 niveaux de log et donc finalement de vous permettre à chacun, finalement d'avoir le niveau de log qui vous intéresse le plus jusqu'au root cause analysis qui va nous permettre de mettre en évidence que peut-être notre système n'est pas forcément, le plus sécurisé possible. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter le niveau de sécurité chez le client. Si on se rend compte que la menace et provient, d'un site web, par exemple, en effet, peut-être que la notion de filtrage d'URL n'est pas assez performante ou elle n'a pas été configurée comme il le fallait et donc au fur et à mesure, cette investigation va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Le log detail, le premier niveau de log, comme je vous le précisais, donc ça vous donne un état des lieux du nom de la machine, du domaine, de l'utilisateur, du groupe auquel il appartient, ce qui a été détecté comme étant une menace. Ce qui est surtout intéressant, c'est vous donner très rapidement la possibilité de rajouter à votre liste d'exclusions le fichier s'il s'agit d'un faux positif, et ça peut arriver malheureusement. S'il s'agit d'un faux positif, en effet, vous aurez la possibilité assez rapidement de rajouter cette exclusion dans la liste des exclusions. Et donc, ce que font nos clients, voilà, c'est que lorsqu'ils installent la solution pour la première fois, il peut y avoir malheureusement du coup des faux positifs si on n'a pas créé toutes les bonnes exclusions. L'intérêt avec ce premier niveau de log, c'est de
Et si en effet il s'agit de quelque chose de non dangereux, on pourra le rajouter, ou en tout cas de légitime, on pourra le rajouter du coup à cette liste d'exclusion. Donc on a un niveau de détail assez intéressant et dans le cas où il s'agit en effet, voilà de menaces assez particulières, notamment, on le verra un petit peu plus tard autour de la partie ransomware. Dans les fonctions de la partie ransomware, de la gestion des ransomware, on aura même la possibilité de faire de la restauration automatique de fichiers dans le cas où le ransomware s'est exécuté sur la machine. Donc en effet, on a un moteur, on verra un petit peu tout à l'heure, lorsqu'on se connectera sur la console, on verra qu'il y a un moteur en effet assez intéressant qui va être capable de visualiser l'ensemble des fichiers qui sont manipulés par un ransomware et de vous les restaurer dans le cas où ils ont été détectés. On considère chez Trend Micro que à partir du troisième fichier, on est sûr justement en fonction du comportement qu'il s'agit bien d'une menace et on va être capable de bloquer la menace en bloquant l'exécution de fichiers, en bloquant des process et derrière, une fois que tout ça a été bloqué, on va être capable de restaurer les fichiers à leur état d'origine et tout ça de manière complètement transparente. Donc c'est assez intéressant. Le deuxième niveau de log qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent le Enhanced Threat Analysis. Et donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On vous donne un exemple assez rapide, mais on voit que, en effet, un fichier a été détecté. Le fichier MyCrypt, semblerait-il, a été détecté sur la machine et il a été bloqué. D'ailleurs, il a une icône bien spécifique qui indique qu'il a bien été identifié comme étant une menace. Et ce fichier-là, comme il a été détecté comme étant une menace, dans le log, le deuxième niveau de log en tout cas, on va pouvoir comprendre un petit peu comment cette infection est apparue chez le client. Donc en effet, c'est parti donc d'une machine dont le nom est Windows 10, son IP, l'utilisateur qui s'est connecté sur cette machine. On va retrouver donc le canal d'infection. Il semblerait que ce soit à travers un transfert réseau que cette infection est apparue sur la machine. Et la détection qui est à l'origine, voilà, de ce déclenchement au niveau des logs, c'est, le fichier qui s'appelle mycrypt.exe. Et donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, on retrouve, voilà, l'origine du transfert. Donc ça nous permet vraiment de comprendre par où est arrivée la menace en question et à partir de là, on va pouvoir investiguer. Quel est le fichier qui a été copié à partir de ce partage réseau? En effet, c'est un ransomware.exe. Celui-ci s'est exécuté sur la machine et il a tenté de modifier à travers mycrypt.exe certains autres fichiers. D'ailleurs, on les voit un petit peu plus loin. 3 fichiers, semblerait-il, ont été manipulés par un process et ces fichiers-là en question, du coup, ont été chiffrés pardon, et à partir du troisième fichier, on considère que la manipulation nous a permis de comprendre qu'il s'agissait d'un ransomware. On a bloqué le process à l'origine et restauré l'ensemble des fichiers qui ont été chiffrés sample doc 0, 1 et 2. Donc le niveau de détail est assez intéressant lorsqu'on parle voilà, de ce deuxième niveau d'analyse. Le root cause analysis, donc lui, il va un petit peu plus loin. Il vous permet très rapidement de créer le nom de cette analyse que vous êtes en train de créer. Donc là, on l'appelle par défaut, ça correspond au nom de la détection, Unauthorized File Encryption. Et donc, en effet, ce fameux nom va vous permettre d'indiquer que vous voulez rechercher des éléments spécifiques dans la base de données. Dans le fameux lac de données qui stocke l'ensemble des systèmes de télémétrie de vos clients, on va rechercher un fichier qui s'appellerait sampledoc.docx qui finalement correspond au fichier qui a été chiffré. Et de cette manière-là, on va être capable de demander à une recherche très spécifique, mais on pourra rechercher en fonction d'autres critères. On pourra rechercher des critères d'IP, de nom, de commande CLI. On va pouvoir retrouver plusieurs éléments de critères dans lesquels on va pouvoir rechercher dans cette base de données. Et en recherchant, c'est à lui de nous définir justement ce qu'il considère comme étant critique. Une fois que vous avez exécuté cette root cause analysis, vous verrez apparaître dans la gestion des menaces, justement cette notion de root cause analysis. Ça prend un certain temps avant de récolter les données qu'il y a dans la base de données. Une fois que les données ont été identifiées, on voit que le résultat nous indique que ça a bien matché avec un élément dans votre base de données et en cliquant dessus, on va avoir un niveau de détail beaucoup plus important. On le verra tout à l'heure lorsqu'on se connectera sur la console. En tout cas, lorsque on fait cette recherche dans cette base de données, on va avoir plusieurs niveaux de détail. On nous indique qu'à peu près 600 objets ont matché avec justement cette investigation. Et lorsqu'on clique sur View, on a un niveau de détail qui est beaucoup plus important. Tout à l'heure, c'était quand même assez limité dans le deuxième niveau de log qu'on a vu. Ici, le niveau de, voilà, de visibilité est quand même beaucoup plus important
On est capable même de voir les process, voilà, de gestion système, voilà, très, très bas. On va pouvoir retrouver l'Explorer, le WinLogon. Semblerait-il qu'un compte système a fait appel à certains services, les services assez classiques de Microsoft qui sont SVC Host. Et on voit à quel moment, justement, via l'Explorer, on a téléchargé ce ransomware.exe qui a créé un fichier et un process, notamment qui s'appelle mycrypt.exe. Bref, on a le niveau de détail assez important. Chacune de ces icônes est cliquable, donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin lorsqu'on va faire de l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de notre déduction, et en effet, lorsque Train de Micro nous remonte une information, cela veut dire que clairement, il y a une infection. Et une fois qu'on a identifié cette infection, ce que l'on doit faire derrière, c'est faire une réaction, hein, suite à cette infection. L'une des réactions que l'on peut avoir, c'est isoler la machine. Très rapidement, on va pouvoir avoir une action d'isolation et cette action d'isolation, bah, va créer, grâce à la notion de firewall, finalement, isoler la machine pour indiquer que celle-ci n'a plus le droit de faire grand-chose. Donc 2 choix, soit on court dans les couloirs, on essaie de débrancher la machine pour pouvoir éviter que celle-ci infecte le reste, soit justement, grâce à cette fonction assez rapide, on va être capable d'isoler la machine, faire nos propres analyses, aller chercher la machine et la désinfecter s'il le faut. Et derrière, une fois qu'on a réparé la problématique, on va pouvoir donc restaurer l'état de la machine pour que celle-ci puisse refonctionner correctement. Pour pouvoir identifier les machines isolées, en effet, on va pouvoir les identifier avec cette petite icône et cette icône va nous permettre d'identifier qu'elle est en effet, du coup isolée et on va pouvoir restaurer assez rapidement du coup la connexion si on considère que l'analyse, de cette machine, a été, a prouvé, hein, qu'en effet celle-ci n'est plus du tout, infectée. Très rapidement pour terminer, avant de nous connecter sur la console, lorsqu'on parle de XDR par rapport au EDR dont on parlait juste avant, le X nous permet de rajouter une notion supplémentaire. Donc, c'est des remontées de capteurs intelligents, voilà, de votre système de messagerie qui vont stocker encore une fois dans ce lac de données des informations pertinentes sur les emails que vous avez reçus, puisqu'on considère qu'en effet, on peut avoir approximativement 95% des menaces arrivent en général sur la partie mail et donc une protection uniquement que des endpoints aujourd'hui n'est pas viable. Et lorsqu'on veut justement cartographier ce qui s'est déroulé chez le client avec cette notion de XDR, apporter la notion d'email est juste nécessaire et obligatoire. Donc les activités, les données d'activité, les détections, et cetera, vont être, mises dans ce lac de données et même chose, on va sweeper, on va rechercher, balayer dans cette base de données pour pouvoir retrouver une corrélation, retrouver, voilà, par quelle raison, ces fameuses infections sont arrivées, sur vos différents endpoints. Comprendre finalement comment est arrivée cette menace, depuis quand est présente cette menace aussi, ça c'est assez important, puisqu'on considère d'après les statistiques que pas mal de réseaux sont infectés sans le savoir. L'objectif du XDR, c'est vous donner aussi cette visibilité. Pour terminer, voilà, pour vous donner un exemple de ce que vous pouvez obtenir lorsque vous mettez en place cette notion d'email, ça va vous permettre, voilà, de répondre à certaines questions. Qui a reçu cet email qui est infectieux, hein, qui a été remonté au niveau du XDR comme étant infectieux? Là, on va très rapidement retrouver le nombre de récipients donc qui ont été destinataires de cet email. Et cet email est composé de quoi? À quel moment il a été reçu? Quel est l'émetteur du mail? Le nombre de pièces jointes qui sont rajoutées dans cet email. Bref, on va être capable, voilà, d'avoir une vue très, très rapide, du nombre de personnes qui, sont infectées. Et ce qui est intéressant, c'est que justement lorsqu'on fait du XDR, on va avoir un élément assez intéressant, c'est que tout va être regroupé dans la même base de données et donc raconter une histoire sera beaucoup plus simple. En effet, vous pouvez dans le passé recevoir malheureusement donc, un email ou un fichier sur vos différentes machines qui n'est pas considéré comme infecté à l'instant T. Mais grâce à cette base de données et aux différents comportements des machines, on peut vous dire: «Ah il y a quelques semaines en arrière, malheureusement, il y a un élément qui n'a pas été constaté comme étant dangereux, mais il l'est réellement» et donc ça va vous permettre, finalement, de rechercher en permanence ce qui s'est déroulé à l'instant T, mais surtout dans le passé et donc en effet, une fois qu'on a identifié cet email considéré comme étant dangereux, on va pouvoir, dans les différentes actions notamment, définir, voilà, si on souhaite mettre, l'email, en quarantaine, ou pas. Donc voilà la visibilité que finalement on peut avoir avec cette notion de XDR. Dernière chose aussi pour terminer, avant de nous connecter sur la console, c'est, voilà,
L'objectif, c'est de vous permettre d'avoir un niveau de sécurité plus important, ça c'est une évidence. Mais en plus de ça, du coup, en fonction des infections que vous pourriez avoir, vous avez aussi des recommandations qui vous sont fournies, par Trend Micro. Donc en effet, là c'est assez basique, on a une machine qui est infectée, elle a un ransomware, bah, quelles sont les actions recommandées par Trend Micro? Isoler la machine, investiguer pour savoir s'il y a certains emails en effet qui ont été considérés comme étant à la source de cette, menace et donc les mettre en quarantaine ou les supprimer. On va vous demander de rechercher au niveau des objets, qui ont été vus lors de cette infection, parce qu'en effet, lorsqu'on parle d'objets, on va parler d'IP, de hash, de nom de domaine, de machine et cetera. Rechercher dans l'ensemble de ces objets quel est l'élément qui est considéré comme étant dangereux et potentiellement le mettre en quarantaine lui aussi par la même occasion dans une espèce de blocklist. Et on vous demande même, pour terminer et être sûr que l'infection n'est toujours plus présente, de lancer un scan, agressif, sur la machine pour être sûr qu'aucune autre infection ne se serait cachée. Donc le scan agressif va un petit peu plus loin. Comme son nom l'indique, il est agressif parce qu'il va être capable d'aller de manière beaucoup plus profonde, dans les fichiers avec un niveau de détection beaucoup plus bas, donc pour pouvoir faire déclencher quelque chose, voilà, de beaucoup plus rapidement. Donc on vous donne aussi, à travers cette fameuse console, des step by step pour pouvoir justement correctement traiter l'ensemble de ces investigations que vous aurez à mener à travers cette solution. Donc pour la partie, théorique et présentation de la solution, on va s'arrêter du coup, sur cette partie-là. Les slides sont beaucoup plus importants. Je me permettrai de vous les envoyer à l'ensemble des personnes qui sont présents, donc je vous enverrai, déjà la vidéo, hein, et par la même occasion, je vous enverrai, la, présentation. Je regarde juste rapidement, hop, est-ce qu'il y a des conversations? OK, il y a Harry du coup, qui pose une question concernant le Worry Free avec le Manage XDR. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est possible ou pas de proposer cette solution pour les clients de 10-20 utilisateurs? Alors à la limite du coup, je ferai le nécessaire pour pouvoir vous y répondre, puisqu'en effet c'est aussi une partie commerciale du coup pour ça. Je sais que ces éléments voilà, sont en permanence en train de bouger. Ces slides, du coup, doivent avoir à peu près une année. Je vérifierai avec l'équipe commerciale pour être sûr que cette solution, du coup, de Manage XDR, est, disponible pour moins de 50 utilisateurs. Je vous ferai un retour assez rapidement. Alors, le temps de me connecter à ma console. Hop, forcément, j'ai été déconnecté. Alors, OK, super. Donc ici, on est sur une console, Worry bon, bah, de test sur lesquelles, voilà, on fait, pas mal de manipulations ou en tout cas sur lesquelles voilà, on travaille au quotidien pour avoir, la possibilité de faire ces fameuses présentations. Donc on va retrouver ça certains éléments. Je vais zoomer peut-être pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc au niveau du tableau de bord, on va pouvoir en trouver pas mal de choses. Donc là, on vous indique en effet, les petites nouveautés. Donc, en effet, l'une des nouveautés, alors qu'il y a déjà quelques temps, mais qui permet donc, de créer des exceptions au niveau de la protection contre les vulnérabilités. C'est un des modules qui est assez intéressant autour de Worry-Free, c'est qu'on a un moteur capable de vous protéger contre l'utilisation de certaines vulnérabilités et en effet, on va être capable de rajouter en plus de ça des, exceptions de scan pour éviter que justement certaines machines soient bloquées lorsqu'elles, utilisent malheureusement, une vulnérabilité. Ça peut arriver dans certains cas que certains logiciels, métiers ou autres, du coup, utilisent une vulnérabilité qui pourrait être potentiellement bloquée, par, ce gestionnaire de vulnérabilité. On pourra créer des exceptions pour autoriser certaines machines. On a une note de mise à jour, hein, qui va nous permettre d'avoir un petit peu toutes les nouveautés autour de cette solution Worry Free Services. On va pouvoir retrouver au niveau de cette console aussi pas mal d'éléments au niveau du dashboard, donc les éléments de sécurité, qui sont assez notables. On va avoir en plus de ça le taux d'évolution, hein, semaine par semaine, mois par mois, donc du nombre de détections, l'état de votre licence et les machines qui sont protégées par cet élément.
On va pouvoir aussi retrouver directement sur cette console, donc ça c'est quelque chose d'assez agréable et assez intéressant. On va retrouver la possibilité de basculer lorsqu'on a du Wi-Fi Services Advanced, de basculer de l'un à l'autre, donc de la sécurité des endpoints à la sécurité donc des applicatifs directement à partir de cette icône. Et donc on va pouvoir vraiment basculer voilà, d'une interface à l'autre très rapidement directement à partir de cette console. Donc au fur et à mesure, les trois solutions d'ailleurs sont en train voilà, de s'imbriquer pour que vous ayez finalement le moins de clics possible et pour pouvoir mettre en place le niveau de sécurité de vos clients. En ce qui concerne la solution Cloud App Security, ici, vous voyez un deuxième onglet qui va vous permettre très rapidement, hop, d'identifier l'ensemble des logs qui proviennent justement de la protection de votre système de messagerie qui s'appelle Cloud App. Et donc là, voilà, on va pouvoir retrouver l'ensemble des détections sur les différents services que je vous ai cités tout à l'heure. Exchange Online pour la majorité, on va retrouver du OneDrive, du SharePoint, du Teams, etc. On va pouvoir retrouver aussi avec un bouton cliquable l'ensemble des éléments qui ont été détectés à travers notre système de messagerie. Ici, 28 phishing, semblerait-il, 71 URL malveillantes, etc., etc. Donc, en tout cas, ce qui est assez agréable, c'est qu'on va pouvoir retrouver la protection des postes sur un onglet, la protection de la messagerie sur un second et très rapidement avoir des actions si on le souhaite. Dans la partie agent alors à la limite, hop, on va commencer par la partie, administration, et donc en effet, dans la partie administration, avant de commencer à gérer cette solution, il faut savoir, voilà, qu'il y a quelques éléments qui sont quand même assez notables, notamment la possibilité d'étiqueter, l'ensemble des machines en leur rajoutant, par exemple, l'ID d'un employé, une adresse email, un nom complet et donc chaque machine finalement sera associée à un espèce de tag. On va retrouver certains éléments qui sont utiles. Heu, L'un des éléments qui est assez intéressant, c'est vous donner aussi la possibilité de vous lier avec cette solution qui est en SaaS, hein, avec un Active Directory et notamment voilà, de l'Azure AD ou bien directement de l'Active Directory on-premise. L'intérêt, c'est de vous donner la possibilité de remonter l'ensemble des machines qui sont visibles à travers votre Azure AD ou à travers votre Active Directory. Et une fois qu'ils sont visibles, forcément, vous les verrez apparaître dans la notion d'agent. Donc ça, c'est assez intéressant de savoir qu'on va être compatible avec ces deux types voilà, d'annuaires. On va pouvoir aussi retrouver la connexion avec le fameux Remote Manager dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette console peut être administrée par une console parente qui aura pour objectif de pousser des politiques voilà, de manière un petit peu plus globale, de faire des remontées de logs un petit peu plus intéressantes. Et donc, on retrouvera voilà, différents éléments de configuration dans la partie administrative. Ces éléments-là, à mon sens, étant les plus intéressants. Dans la partie, agents de sécurité, on va pouvoir justement retrouver l'ensemble des agents, que l'on, va protéger. Donc là, il y en a un certain nombre. On va pouvoir retrouver du Windows, on va pouvoir retrouver de l'Android, de l'iOS et cetera. Et donc on va pouvoir, rajouter des agents de sécurité de différentes manières, soit en envoyant le lien d'installation, télécharger le programme ou directement installer donc le endpoint sur, votre mail où vous êtes connecté via, cette interface web, pardon. On va pouvoir retrouver différents groupes et donc si je prends une des politiques, on va pouvoir pour chacune de ces politiques configurer une stratégie et c'est là que du coup on va pouvoir retrouver l'ensemble des protections que vous pouvez positionner sur un groupe de machines, sur des machines qui proviennent de votre Azure AD et cetera. On va pouvoir mettre en évidence justement l'ensemble, voilà des éléments un petit peu intéressants, de cette structure. Donc ici j'ai pris une stratégie. J'aurais pu en créer une nouvelle, mais dans cette stratégie, je vais être capable de définir un petit peu les niveaux de protection qui m'intéressent. Donc on va pouvoir retrouver, ce qu'ils appellent donc les paramètres de scan et donc lorsque les paramètres de scan, vous souhaitez les configurer, vous le faites directement à partir de ce menu-là, pardon. On va pouvoir retrouver du scan traditionnel ou du smart scan. Le smart scan étant, fortement conseillé puisque ça va vous permettre voilà, de bénéficier d'un moteur beaucoup plus léger et un certain nombre de signatures beaucoup plus importantes, notamment des signatures qui sont situées, dans le cloud de Trend Micro. Le scan traditionnel, la base est un petit peu plus large. Vous téléchargez une base très lourde sur la machine et elle ne va se baser, là, en cas d'analyse, hein, uniquement que sur cette base qui a été téléchargée en local.
On va pouvoir donc configurer donc les différents paramètres de scan. On va pouvoir définir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite pardon, faire avec les fichiers à scanner. Est-ce que l'on souhaite scanner l'ensemble des fichiers? Est-ce que l'on souhaite s'appuyer sur une technologie donc fournie par Trend Micro capable d'identifier de manière beaucoup plus fine quels sont les fichiers qui portent des menaces? Et donc en effet, en fonction du niveau de sécurité que vous souhaitez mettre chez votre client, soit vous rajoutez, enfin vous sélectionnez l'option tous les fichiers scannables, soit vous demandez à, pour qu'il soit un petit peu plus léger, à utiliser l'IntelliScan. On pourra même préciser certaines extensions de fichiers. On va pouvoir aussi utiliser ce que l'on appelle donc l'IntelliTrap. L'IntelliTrap qui va utiliser une technologie capable d'identifier notamment dans tout ce qui va être compressé. Donc lorsqu'on utilise des niveaux de compression, ça peut être vrai lorsqu'on parle de fichiers IP, mais ça peut être aussi vrai lorsqu'on utilise certains logiciels spécifiques, notamment les logiciels que l'on appelle des packers, qui sont là pour compresser plusieurs données les unes avec les autres, enfin créer différentes couches. Et l'objectif, c'est de changer finalement la signature du fichier pour éviter que les antivirus assez classiques puissent les identifier. On va pouvoir retrouver des ISO, par exemple, dans lequel on va retrouver un niveau de compression intéressant. Et donc, le moteur IntelliTrap, c'est une technologie capable d'identifier l'ensemble des couches qu'il pourrait y avoir. Et donc, en effet, cette option-là est une option qui est strictement est nécessaire et que l'on doit obligatoirement activer. On a des options qui sont assez intéressantes, notamment aussi la mise en quarantaine des variantes de programmes malveillants détectés en mémoire. Cette option-là est intéressante puisqu'elle va être capable finalement de s'appuyer sur l'analyse comportementale et en cas de détection dans la mémoire vive justement d'un process qui aurait un mauvais comportement, on aura grâce à cette option-là la possibilité de shooter le process qui est à l'origine d'éléments considérés comme étant dangereux. On va être capable aussi de scanner les lecteurs qui sont mappés et les dossiers partagés sur le réseau. Cette option-là, elle peut rajouter un petit peu de, voilà, de lenteur, notamment si l'ensemble de votre système d'information est considéré comme sécurisé, puisque vous avez bien installé un antivirus sur chacune de ces machines. Bah, finalement, vous allez avoir un double emploi et donc vous risquez de ralentir un petit peu le système. Cependant, imaginons que chez votre client, vous ayez des partages réseau ou autres sur des machines sur lesquelles malheureusement il n'y a pas d'antivirus parce que c'est une Benetap par exemple, c'est un système Linux sur lequel vous n'avez pas d'antivirus. L'utilisation de cette option-là peut être intéressante et éviter justement que vous soyez malheureusement infecté par un fichier considéré comme malsain. On va pouvoir donc définir aussi un certain nombre de couches sur lesquelles on veut faire de l'analyse lorsqu'on parle de fichiers compressés notamment. Et donc en effet, je vous le fournirai par la suite. Trend Micro fournit aussi ce qu'ils appellent un Best Practice Guide. Et ce Best Practice Guide, c'est reprendre l'ensemble de ces éléments en vous indiquant quelles sont les valeurs qui vont vous permettre d'avoir le meilleur niveau de sécurité possible. Et en effet, je vous fournirai même si je le liste au fur et à mesure, je vous fournirai du coup l'ensemble de ces informations. En cas de détection, quelle est l'action que l'on veut préciser? Soit on utilise l'active action qui correspond finalement au savoir-faire de Trend Micro, c'est-à-dire en fonction de la catégorie de détection, on va définir si on veut supprimer le virus, le mettre en quarantaine, essayer de le nettoyer, etc. Soit vous avez la possibilité vous-même de définir ce que vous souhaitez faire pour chacune des catégories qui sont spécifiées ici. En général, l'activation, qui est l'option par défaut, représente finalement ce que vous pourriez voir ici, et donc c'est considéré comme étant quelque chose d'assez déjà bien pensé, j'allais dire, de la part de Trend Micro en configuration par défaut. On va pouvoir retrouver du scan programmé, on va pouvoir retrouver du scan manuel. Le scan programmé est une évidence, hein, forcément, lorsque notamment vous gérez des serveurs ou même des postes clients. Le scan en temps réel, lui, il va permettre de gérer les fichiers qui sont ouverts, les fichiers qui sont déplacés, qui sont lus, etc. Le scan programmé, il a pour objectif d'aller rechercher sur l'ensemble de la machine, notamment les fichiers dormants. Et donc, en effet, celui-ci n'est pas souvent configuré bizarrement par nos clients et il est strictement nécessaire. La notion de surveillance des comportements, c'est elle qui va avoir pour objectif d'identifier les ransomware. Et donc, en effet, grâce à l'analyse comportementale, on va être capable de connaître, d'identifier les menaces dites connues et les menaces potentielles. Et donc, en effet, on va pouvoir retrouver l'ensemble des options pour pouvoir vous protéger contre les ransomware qui, malheureusement, encore aujourd'hui, font des dégâts. Il y a quelques années en arrière, ils en faisaient beaucoup plus. Aujourd'hui, les antivirus, les éditeurs voilà, de protection ont compris un petit peu mieux comment fonctionnait ce type de système avec de l'analyse comportementale. Et en effet, on va retrouver des options assez intéressantes
Notamment la protection, contre le chiffrement donc, de modifications non autorisées, la sauvegarde et la restauration des fichiers si en effet un ransomware, je vous en parlais tout à l'heure, a, malheureusement du coup chiffré quelques fichiers, vous aurez la possibilité de les restaurer de manière complètement, transparente. Le blocage des processus qui sont chargés en mémoire et donc toutes ces options-là finalement vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la protection de votre système. La fameuse IA, donc l'apprentissage automatique prévisionnel qui s'appuie voilà, sur du machine learning, très simple à mettre en place. L'activation se fait avec le bouton pressoir activer, désactiver. Et lorsqu'on l'active, en effet, on va avoir la possibilité d'analyser à deux niveaux. Ce qu'ils appellent la pré-exécution, au moment où le fichier va s'inscrire sur le système, il va déjà être, avec ce fameux moteur intéressant, décomposé et analysé. Et ensuite, le deuxième niveau, donc, qui correspond à l'analyse des processus. Donc une fois que le fichier a été exécuté, on va suivre finalement toute la suite logique qui s'est déroulée après l'exécution de ce fichier, les process chargés en mémoire, et cetera et derrière, on va être capable de shooter ces fameux process avec ce moteur intelligent qui ne va sélectionner vraiment que les éléments considérés comme dangereux, puisqu'il est quand même très performant, mais en même temps assez consommateur. Donc il présélectionne quand même l'ensemble des fichiers exécutables qui sont considérés comme dangereux et ça permet vraiment de rajouter une barrière beaucoup plus importante que l'analyse comportementale classique qui a vraiment été développée autour du ransomware. Le machine learning va au-delà du ransomware, il va beaucoup plus loin. La notion de vulnérabilité chez Trend Micro aussi est assez importante et donc en effet chez Trend Micro, c'était assez important de mettre en évidence le fait que voilà, les vulnérabilités aujourd'hui, ce sont vraiment des éléments sur lesquels il faut investir de l'énergie, puisque n'importe quel système vulnérable, malheureusement, une fois qu'il est vulnérable, on peut avoir la meilleure des protections. Malheureusement, le système, comme son nom l'indique, est vulnérable. Et donc, ils ont racheté il y a quelques années en arrière, donc il y a 6-7 ans en arrière, une structure qui s'appelle Tipping Point, dont le seul objectif était d'identifier des vulnérabilités et de remonter chacun de ces éléments aux éditeurs pour finalement augmenter le niveau de sécurité. Et donc, aujourd'hui, ils font partie d'un conglomérat que l'on appelle le ZDI, le Zero Day Initiative, dans lequel on retrouve approximativement 10 000 chercheurs. Certains sont indépendants, d'autres sont chez Trend Micro. Et donc, leur objectif, c'est de trouver des failles, etc. Dans les produits comme Wi-Fi, on a un niveau de protection limité, mais qui permet quand même d'avoir une protection intéressante. Et donc, en effet, en activant cette fonction, et comme vous avez pu le constater, c'est du on-off, hein, on va pouvoir activer des failles de vulnérabilité que l'on va pouvoir rechercher ici. La protection pardon, contre les failles de vulnérabilité. Et grâce à ce moteur HIPS, on va être capable de faire l'équivalent d'un virtual patching de manière virtuelle. Si on essaie d'exploiter certaines CVE, ben, le système va se protéger et surtout vous notifier pour indiquer qu'il y a potentiellement une vulnérabilité. On vous indique aussi que ce fameux patch de vulnérabilité, donc ce fameux virtual patching, va être associé à l'analyse comportementale, au firewall, au machine learning. Et donc, grâce à chacun de ces éléments, on va vraiment créer une structure qui est quand même assez intéressante. Et lorsqu'on va sur la partie prévention d'intrusion, puisqu'on s'appuie sur un moteur IPS pour pouvoir analyser les fichiers et savoir s'il y a une vulnérabilité ou un exploit qui est qu'on tente d'utiliser, on va retrouver l'ensemble des CVE et des vulnérabilités qui sont pris en charge par ce système. Donc on retrouve les plus récentes, donc celle-ci, elle date du 5 avril ou du 4 mai peut-être. Non, c'est le 5 avril, pardon. Donc il s'agit d'une CVE capable voilà, donc en effet, de protéger Log4j. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait parler de soi il y a pas très longtemps. Et donc c'est une vulnérabilité qui est encore assez virulente. Et donc en activant cette fonction de gestion de vulnérabilité, vous êtes protégé contre cette CVE. Donc si votre système n'est pas à jour, si votre applicatif n'est pas à jour, etc., et que cette vulnérabilité est exploitable, malheureusement, sachez qu'avec cette notion de virtual patching, vous êtes correctement protégé. Bon, la web réputation qui va permettre à Trend Micro de classifier l'ensemble des URL que vos utilisateurs vont consulter et donc qui vont vous permettre sur 3 niveaux différents, dangereux et suspects, de les catégoriser et en fonction de leur niveau de risque, de bloquer de manière complètement automatique et transparente l'accès à ces sites considérés par Trend Micro comme étant dangereux. Donc en effet,
Trend Micro ne va pas catégoriser en fonction d'une catégorie justement, jeux, shopping, et cetera. Il va surtout le catégoriser en fonction du fait que, son, comportement est dangereux sur internet. Il a été utilisé pour faire du phishing, il a été utilisé pour transférer du ransomware, et cetera. Et voilà, considéré comme étant dangereux, vous serez automatiquement protégé. Et ça, en effet, on s'est rendu compte d'une chose très importante, c'est que la web réputation vous permet aussi par la même occasion vous permet par la même occasion donc de, vous protéger, contre les ransomware sans le vouloir. Il faut savoir que les ransomware, lorsqu'ils s'exécutent sur vos machines, ils communiquent avec certains serveurs que l'on appelle des serveurs CSE à l'extérieur de votre réseau et derrière ces serveurs CSE, ben, on va, grâce à la web réputation, bloquer l'accès à ces serveurs. Le ransomware peut être présent sur votre machine, mais tant qu'il n'est pas capable de communiquer avec le serveur extérieur, il ne s'active pas sur votre poste. Donc la web réputation aujourd'hui est quelque chose de primordial. Pour la notion de pare-feu, qui va vous permettre de gérer assez simplement, soit en mode simple, donc soit en mode avancé, de contrôler vraiment les entrées-sorties au niveau vos différents systèmes. Ce firewall va être capable de gérer le trafic entrant et le trafic sortant. On va retrouver un système assez classique de firewalling avec des règles qui potentiellement sont bidirectionnelles et qui vont être gérées de manière séquentielle. Donc on peut créer quelque chose de très élevé, comme c'est indiqué ici, en mode élevé. Tout est bloqué en entrée-sortie et c'est à vous de créer des règles d'exception et donc d'autoriser le trafic que vous voulez voir sortir ou bien en mode faible et moyen. Vous voyez la différence entre chacun. Dans certains cas, le trafic entrant est autorisé. Dans d'autres cas, le trafic sortant est autorisé. Donc, Trend Micro considère au minimum d'activer la fonction de moyen au niveau du firewalling, puisque en effet, lorsque vous êtes en mode moyen, tout trafic entrant est bloqué, tout trafic sortant est autorisé, notamment pour des postes clients. Ça suffit largement pour pouvoir protéger la machine correctement. On a un niveau de détection aussi qui peut être assez intéressant, le niveau de détection d'intrusion qui va permettre notamment, de vous protéger contre des, paquets mal fragmentés, contre des requêtes ICMP qui ont été, un petit peu pimpées, voilà, qui utilisent le protocole ICMP pas comme il le faudrait pardon, avec, voilà, l'utilisation notamment du ping de la mort par exemple, les requêtes ARP, très spécifiques. Voilà, on va être capable de vous protéger avec de l'IDS de manière assez fine et donc ça fait ses preuves et ça permet d'aller au-delà d'un firewall assez classique. On commence à travailler dans de l'applicatif. La notion d'endpoint sensor est assez intéressante et comme vous pouvez le constater, l'activation du endpoint sensor qui correspond à EDR, hein, et donc l'envoi de ces fameux logs vers Trend Micro se fait de manière assez simple. Dès lors qu'on active la fonction endpoint sensor, les machines qui ont cette politique de stratégie que l'on est en train de configurer ben, vont commencer à envoyer donc, ce fameux système de télémétrie à Trend Micro dans le fameux lac de données. Et de cette manière-là, on va retrouver l'ensemble de nos logs chez Trend Micro qui va les analyser, qui va les balayer jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de cohérent et une corrélation d'informations assez intéressante. Donc, comme vous pouvez le voir, l'activation est assez simple. L'envoi d'échantillons, donc vous donnez la possibilité de bénéficier donc du Virtual Analyzer. Et donc le Virtual Analyzer, c'est la sandbox de Trend Micro qui est située dans leur SaaS, hein, auquel vous allez pouvoir transmettre des fichiers considérés comme étant avec une faible prévalence, considérés comme étant avec des caractéristiques très spécifiques qui vont être soumis à une sandbox. Cette sandbox exécute, fait détonner le fichier et en fonction de la réaction sur la machine, on va être capable de savoir s'il s'agit ou pas de quelque chose de dangereux. Donc ça permet vraiment là aussi d'avoir un niveau de sécurité beaucoup plus intéressant. La sandbox permet vraiment d'aller beaucoup plus loin de ce que l'on a l'habitude de faire avec d'autres systèmes. Le contrôle des dispositifs, comme je vous le précisais, vous avez la possibilité de définir si vous souhaitez accéder, accorder l'accès au lecteur réseau, au CD, au périphérique de stockage USB. On aura même la possibilité, on le verra un petit peu après, de définir quelles sont les clés USB qui ont le droit d'être utilisées au sein de votre entreprise. Donc ça permet d'aller assez loin. Ce qu'on préconise au minimum, c'est de contrôler malgré tout la notion de stockage USB et de bloquer la fonction d'exécution automatique sur les stockages USB. Cette option-là évite en effet qu'un exécutable positionné sur la clé USB est configuré pour pouvoir s'exécuter au démarrage de la clé, au branchement
de la clé puisse s'exécuter sans votre accord. Et donc, ça permet déjà d'augmenter le niveau de sécurité. Le meilleur des niveaux de sécurité, c'est de définir quelles sont les clés, à mon sens, hein, quelles sont les clés USB que vous avez le droit d'exécuter chez votre client. Ça rajoute de la complexité, mais au final, n'importe quelle clé USB sera bloquée par défaut, sauf certaines clés USB que vous auriez identifiées. Même chose pour d'autres périphériques, donc qui sont non destinés au stockage. On va pouvoir bloquer, des imprimes écran, des cartes Bluetooth, des périphériques d'image, des cartes réseau, Wi-Fi. On va être capable, voilà, d'aller un petit peu plus loin et de cette manière-là, on va être capable, voilà, encore une fois, d'augmenter le niveau de sécurité que l'on pourrait avoir autour, de notre politique de sécurité pour en effet, que les utilisateurs malheureusement ne soient pas embêtés par des menaces qui pourraient s'exécuter avec une clé USB, par exemple. La prévention contre la perte de données, donc on va être capable de créer des règles dans lesquelles on va pouvoir définir ce que l'on a le droit, de transmettre au sein même de notre réseau. En cliquant sur ajouter, bon, on va pouvoir créer une règle spécifique, définir une description et sélectionner un modèle qui va nous permettre d'identifier ce que l'on considère comme étant, de l'adulte. On va pouvoir retrouver des références liées, à du numéro de téléphone, à des numéros de carte bancaire. Alors pour tout ce qui correspond, hop, à au modèle français, on n'en retrouve pas énormément, mais on va pouvoir retrouver les plus classiques. Donc en effet, tout ce qui est considéré comme étant des données personnelles, les codes INSEE par exemple, les numéros de sécurité sociale, des numéros de carte bleue, et cetera. On aura la possibilité de les contrôler, ce qui veut dire qu'un utilisateur qui veut transférer des numéros de carte bleue, par exemple, voler les numéros de carte bleue de votre entreprise et les transférer à l'extérieur, bah, vous aurez la possibilité, avec ces règles de prévention, de les bloquer. De quelle manière? Avec l'ensemble de ces canaux, protocole SMB, en HTTP, HTTPS, via un client de messagerie, on va être capable donc de pouvoir bloquer l'ensemble de ces transmissions. On va être capable aussi, de les bloquer lorsqu'on tente de faire du peer-to-peer, l'enregistrer sur un CD DVD, ne serait-ce que faire du copier-coller à travers Windows, c'est quelque chose qui est contrôlable et qui pourra être bloqué. On pourra bloquer uniquement les transmissions en dehors du réseau local, donc tout ce qui va vers internet finalement ou vers le réseau extérieur, sur un plan d'adressage différent finalement. Soit c'est même à l'intérieur même du réseau, donc toutes les transmissions qui vont être contrôlées et qui seront bloquées si, on le souhaite. Donc la notion de prévention d'intrusion, elle est assez limitée, à ce niveau-là, mais elle permet quand même, voilà, de gérer le strict minimum. Souvent, vos clients vont vous demander des informations liées voilà, des données, à des données sensibles, les données personnelles, les numéros de carte bleue, et cetera. Donc il s'agit de la prévention contre la perte de données. 2 éléments qui nous restent à voir avant de parler et de terminer avec la notion d'EDR. Donc la notion de filtrage d'URL. Hop. La notion de filtrage d'URL, on va pouvoir la retrouver ici. Donc en effet, on va pouvoir, en fonction des catégories que vous avez un petit peu plus bas, donc voilà, dans la partie adulte, vous allez retrouver un certain nombre de catégories. Dans la partie professionnelle, vous allez retrouver un certain nombre de catégories. Dans la partie, sécurité, c'est ce qui peut-être peut nous intéresser, les connexions non sécurisées, les spyware, les phishing, et cetera. Ça, ce sont en effet des éléments qui doivent, obligatoirement être bloqués grâce au filtrage d'URL qui est fourni de base. Ce filtrage d'URL pourra être activé en fonction d'heures ouvrables ou non ouvrables. Donc, vous avez la possibilité de manipuler ce calendrier pour pouvoir définir quelles sont les plages d'horaires sur lesquelles vous souhaitez activer une protection. Et vous avez un site qui est assez intéressant, qui est le site safety.trendmicro.com. Ce site-là va vous permettre de bénéficier du savoir-faire de Trend Micro qui va catégoriser du coup l'ensemble de vos URL et vous indiquer si celles-ci sont dangereuses ou pas d'un point de vue Trend Micro. Donc c'est vrai que ce site est assez intéressant. Si, hop, is it safe? Donc si vous allez sur par exemple www.facebook.com et que vous faites un check, il va vous dire, ben, il s'agit d'un site qui est considéré comme sain et il appartient à certaines catégories, social networking et cloud application. Donc en effet, si vous voulez l'autoriser ou le bloquer, ben, sachez que voilà, vous avez cette URL qui est présente dans ces catégories. Mais voilà, le plus important, c'est surtout d'être sûr que le site en question est considéré comme, comme safe. Donc ça va vous permettre d'être sûr de ce que vous délivrez ou de ce que vous voyez par exemple dans vos logs. Ça peut être assez intéressant de l'analyser de cette manière-là. Mais finalement, c'est du filtrage d'URL avec les catégories fournies par Trend Micro.
Dernière chose, l'application contrôle. Donc, vous avez la possibilité donc de travailler sur 2 modes. Le mode dit de blocage qui va empêcher l'exécution des applications qui sont spécifiées sur les endpoints ou bien, en mode verrouillage. Et donc le mode verrouillage va vous permettre d'analyser finalement tout ce qui a été visible sur une machine. Donc au moment où vous l'activez, vous avez ce que l'on appelle un scan d'inventaire qui va s'activer, qui va se lancer sur la machine et qui va analyser tous les exés, possibles et inimaginables, et tous les fichiers, voilà, autour d'une application qui, sont vus dans la machine, à l'instant T. Une fois que le scan d'inventaire est terminé, pardon, tout élément en dehors de ce scan d'inventaire, sera bloqué par défaut. Donc ça permet vraiment cette deuxième option, hein, de scanner la machine et de n'autoriser que ce qui a été vu à travers la machine. Il faut juste faire attention à une chose, en effet, si, malheureusement, un virus est présent sur la machine et qui n'a pas été bloqué, le scan d'inventaire va le rajouter dans son inventaire et forcément il sera autorisé à l'exécution. Mais l'objectif, voilà, c'est de pouvoir forcer, la machine, la durcir et faire en sorte que seuls les exécutables vus sur la machine auront le droit de s'exécuter. Tous les autres seront bannis par défaut. Donc en effet, on a la possibilité aussi de travailler sur une notion de blocage, et donc on va avoir la possibilité donc d'attribuer, certaines règles. Donc si je veux rajouter, une règle de type, bloqué, je vais avoir la possibilité d'identifier une règle de différentes manières, en fonction de la liste de réputation, de l'application, en fonction du chemin de fichier, en fonction de la valeur d'un hash, si vous avez le hash en question, que vous pourrez d'ailleurs saisir de différentes manières, ou bien ce qu'ils appellent la liste des greenware. Alors c'est une mauvaise traduction en français. Les logiciels gris, c'est pas forcément du coup très parlant, mais en tout cas voilà, les greenware, ce sont des logiciels qui ne sont pas considérés comme étant des virus, mais qui n'ont rien à faire sur une machine. Et en cliquant sur gérer les applications, on va pouvoir justement retrouver ces fameux logiciels gris. Donc les anonymiseurs de proxy par exemple, les pirateurs de mots de passe, les voleurs de mots de passe, les enregistreurs pardon, de frappe au niveau du clavier, qui stockent tout ce qu'on a tapé sur un clavier dans un fichier bien particulier, les logiciels de type peer-to-peer, les analyseurs de paquets. Vous avez bref un certain nombre de fichiers qui vont d'exécutables que vous pourrez sélectionner et que vous pourrez donc bloquer automatiquement si vous activez l'application contrôle. Donc ici, il s'agit des logiciels gris, mais si on va sur la partie, liste de réputation, ben, on va en avoir un petit peu plus, un certain nombre de navigateurs, on va retrouver encore des peer-to-peer, des logiciels de chiffrement, des jeux, du stockage en ligne, bref, vous avez un certain nombre d'applicatifs que vous allez pouvoir sélectionner et bloquer. Et de cette manière-là, durcir un poste permet d'éviter justement, d'avoir, des mauvaises, comment dire? Des mauvaises surprises. Et donc ça permet d'éviter justement que, n'importe quel applicatif pourrait être exécuté sur la machine, notamment certains applicatifs qui aujourd'hui n'ont pas forcément, nécessité à avoir des droits administrateurs pour pouvoir s'exécuter. Donc ça, c'est assez intéressant. J'en ai pratiquement fini du coup avant de parler un petit peu plus de l'EDR. Donc les exclusions de scan, se retrouvent à la fin. En effet, vous pouvez exclure pour des histoires d'optimisation, exclure certains dossiers, fichiers et extensions de fichiers. Sachez qu'il existe chez Trend Micro une liste exhaustive du nombre des applications, les plus connues. On va retrouver voilà de l'Exchange, de l'Active Directory, des bases de données SQL, de l'Oracle. Enfin bref, en fonction des logiciels que vous pourriez avoir et des serveurs et des applicatifs que vous pourriez avoir, Trend Micro vous fournit une liste exhaustive des éléments qu'il va falloir exclure dans l'ensemble des scans. Donc les exés, les fichiers, les dossiers, etc. sont répertoriés dans cette FAQ qui est très très intéressante à mon sens. Même chose au niveau des URL approuvés, et cetera. On a la possibilité de donner des privilèges et d'autres paramètres à vos utilisateurs, notamment si vos utilisateurs souhaitent aller un petit peu plus loin, que le filtrage d'URL que vous leur avez fourni. Vous pouvez leur donner des droits supplémentaires pour, parcourir malgré tout une URL restreinte. Vous avez la possibilité de rajouter, voilà au niveau de l'agent, des fonctions un peu plus intéressantes et donner un petit peu plus d'autonomie à l'utilisateur, notamment les utilisateurs nomades qui, dans certains cas, ont besoin d'un petit peu plus de liberté, j'allais dire.
Donc voilà, la configuration d'une politique de sécurité, alors vue en accéléré, bien évidemment, puisque c'est assez compliqué de tout faire tenir en 1 heure et demie. Mais voilà, vue en accéléré, les éléments, à mon sens, qui sont les plus intéressants à mettre en évidence, bien évidemment, vous avez beaucoup plus de choses à voir au niveau de la console, mais ceux que je vous ai montrés sont ceux qui me paraissent en tout cas les plus intéressants. Je vous fournirai dans tous les cas le Best Practice Guide qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin si vous souhaitez avoir les recommandations notamment de l'éditeur. Là où je voulais aller aussi du coup, donc c'est alors on va pouvoir retrouver différents paramètres. Là où je voulais aller, donc c'est la partie journaux. Comme je vous l'indiquais, voilà, vous allez pouvoir retrouver, différentes, remontées d'informations, au niveau des journaux, pardon. Donc là, on va avoir du filtrage d'URL, de la web réputation, du spyware et cetera. Et donc comme je vous l'indiquais, à certains endroits, vous avez 3 icônes, du log détail. On va pouvoir retrouver hop, une analyse améliorée des menaces et de vous donner la possibilité de faire une root cause analysis. Donc si je ne détecte uniquement que la partie virus et programme, ici j'ai un exemple voilà, de virus et programmes qui ont été bloqués et nettoyés d'ailleurs sur une machine. Le premier niveau de log, comme je vous l'indiquais, est assez simpliste. Bon, là, il a été identifié comme étant un trojan. Et donc, en effet, utorrent.exe n'était, semblerait-il, pas le vrai et officiel utorrent. Et donc, il a été bloqué. On va pouvoir le rajouter à la liste d'exclusion si on le souhaite. Si on clique du coup sur l'icône qu'il y a à côté, donc on a un petit peu plus un niveau de détail. Ici, on a juste comme information qu'il semblerait que Edge ait téléchargé ce fichier à une heure bien spécifique, un jour bien spécifique par tel ou tel utilisateur. Donc en effet, on va pouvoir le visualiser à ce niveau-là. Et le troisième élément, comme je vous l'indiquais, c'est vous donner la possibilité de générer une root cause analysis. Et la root cause analysis, suite à la détection qui a été faite, ben, on veut faire une recherche un peu plus importante pour savoir si cet exécutable est en effet visible uniquement que sur ce poste-là ou en effet s'il a été vu par d'autres utilisateurs et qu'est-ce qu'il a provoqué réellement sur la machine. Lorsque je lance cette root cause analysis, alors je ne la lance pas maintenant puisque je l'ai déjà lancée hier pour pouvoir obtenir des résultats. Lorsqu'on clique justement sur la root cause analysis, en effet, on va pouvoir voir apparaître dans la partie investigation des menaces, on va avoir la possibilité de retrouver justement cette génération qui a été faite d'ailleurs hier soir. Lorsque je clique dessus, il me dit qu'il a terminé son résultat d'analyse et en fonction du critère que l'on a précisé, le nom d'un fichier de download, on va pouvoir voir apparaître justement des informations un petit peu plus pertinentes et beaucoup plus précises qui vont nous permettre d'analyser un petit peu plus dans le détail. Ici, on voit qu'on a approximativement 137 objets qui correspondent à l'élément de critère que j'ai positionné au départ. Et grâce à cet élément, dans la notion d'affichage, on va avoir la possibilité de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, il semblerait qu'il y a eu un service qui a fait appel à un second service d'élévation pour pouvoir exécuter le setup. On a besoin des droits administrateurs un petit peu plus importants. Lorsque vous cliquez en bas à gauche dans la partie, le petit outil d'information, vous avez une légende sur l'ensemble de ces objets-là et en fonction de l'état de l'objet, vous serez capable de savoir s'il s'agit d'un objet malveillant, s'il s'agit d'un objet suspect, s'il s'agit du premier objet qui est à l'origine justement de cette détection. Dans la notion de type d'objet aussi, on va pouvoir savoir si l'infection a eu lieu au démarrage, si elle provient d'un navigateur, d'un client de messagerie, s'il s'agit d'un fichier, d'une base de registre, etc. Là, j'ai quelque chose de très simpliste, il s'agit uniquement que d'un téléchargement, mais vous pourriez avoir ce niveau de détail pour savoir de quelle manière la machine a été infectée. Et donc, en effet, on a fait une recherche sur un fichier, ce fichier de download, et on voit à quel moment il a été fait. Et si ça ne nous convient pas, on aura même la possibilité donc d'isoler la machine si on considère que celle-ci est dangereuse. Détail de l'objet, on va avoir même la possibilité voilà, d'avoir une visibilité voilà, un petit peu différente de celle que l'on a vue dans le résumé, retrouver les IP et les requêtes DNS qui ont été effectuées suite à l'exécution de ce fichier, les éléments liés à la base de registre,
qui ont été modifiés soit par le navigateur, soit par le service qui s'appelle service.exe. L'ensemble des fichiers qui ont été récoltés, qui ont été utilisés justement, là semblerait-il qu'ils ont été même supprimés par le navigateur. En tout cas, ils ont un lien avec le critère de recherche que j'ai utilisé au préalable. Et donc, ça nous permet de nous raconter une histoire et savoir exactement ce qui s'est déroulé, ce qui s'est déroulé, pardon, suite au téléchargement de ce fichier. Et donc, l'ensemble de vos investigations, du coup, sont présentes ici. Et ce sont des investigations qui sont liées à une recherche que vous avez vous-même exécutée lorsque vous avez recherché une infection à travers les logs. Dans la section évaluation, vous avez la possibilité à deux niveaux différents, dans la partie email et dans la partie point de terminaison, sur les 30 derniers jours, de rechercher une information spécifique liée à une adresse IP, un nom de domaine, un SHA-1, etc. Dans la partie avancée, on pourra même aller beaucoup plus loin, en effet, en rajoutant d'autres critères, en fonction d'un nom de domaine, d'un nom d'utilisateur, d'un nom de fichier, on va être capable de faire une recherche bien spécifique en fonction d'une commande CLI. Donc, cette notion d'évaluation que vous avez ici, c'est comment vous donner la possibilité d'aller fouiller dans la base de données, dans le fameux lac de données fourni par Trend Micro pour rechercher quelque chose de critique. Donc, par exemple, si je prends comme nom d'utilisateur l'utilisateur admin, par exemple, ou même l'utilisateur, hop, Fauzi, puisque j'en ai vu dans les logs tout à l'heure, en cliquant sur évaluer les faits, il m'indique en effet que potentiellement il y a ce point de terminaison du coup où j'ai retrouvé des logs liés à cet utilisateur à tel moment. Et la première vue de ce fameux fichier, du coup, enfin de cet utilisateur, pardon, a été vu à un moment bien précis. On va pouvoir avoir un petit peu plus de détails si on le souhaite, notamment avoir le nom de la machine en question. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose au niveau des occurrences, etc. Mais en tout cas, on aurait eu la possibilité de les avoir. Et une fois qu'on a identifié justement et qu'on a sélectionné ce critère de détection, qui là est simplement un utilisateur, mais ça aurait pu être une commande CLI, ça aurait pu être une IP, ça aurait pu être voilà, différents critères que je vous ai montrés au préalable. On peut même cumuler, même si on le souhaite, plusieurs critères, hein, avec le nom de fichier, le nom de répertoire, etc. À partir de cette recherche, on va pouvoir cliquer sur évaluer les faits. Hop, et générer une root cause analysis suite à notre investigation. Donc la notion de EDR chez Trend Micro, il y a une notion qui est complètement automatisée et qui est faite par Trend Micro. L'analyse est faite dans la base de données et une fois qu'il y a eu une détection quelconque, elle remonte dans les événements intéressants faite par Trend Micro. Lorsqu'on parle d'investigation sur les menaces, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous-même, vous pouvez être à l'origine d'une recherche, quelque chose qui ne vous paraît pas logique dans les logs que vous avez constatés, un détail que vous voulez obtenir de manière beaucoup plus précise. Vous aurez même la possibilité de le faire directement à ce niveau-là. Je vous l'ai montré pour la partie point de terminaison et pour la partie endpoint, hein. Il faut savoir qu'on a la possibilité de faire exactement la même chose, mais au niveau des emails, si vous avez la protection et la solution que l'on appelle Worry-Free Services. À partir du moment où vous avez Worry-Free Services, en effet, alors là, du coup, hop, réinitialiser les critères, hop, où je vais euh, hop, normalement la possibilité de rajouter un critère supplémentaire. C'est bien ici. Hop, adresse IP, adresse du destinataire, par exemple. Si je rajoute FBE, KIRI, normalement, je devrais avoir quelques évaluer les faits du coup. Alors dans certains cas, en effet, là, on fouille dans la base de données et donc en effet, voilà, on va pouvoir retrouver, pas mal de petits, éléments et donc en effet, je vais être capable moi-même de rechercher des informations, directement dans la base de données qui gère l'ensemble de mes mails au même titre, que les informations du coup que j'ai pu constater, au niveau donc, des points, de terminaison. Donc j'ai recherché sur ma boîte mail à moi et j'ai pu retrouver différentes informations directement dans cette notion d'investigation et de menace. Lorsqu'on parle par contre d'événements intéressants, alors malheureusement j'en ai pas parce que les événements intéressants sont plutôt rares à réaliser, j'allais dire, et assez compliqués à réaliser. Les événements intéressants, ce sont les événements qui ont été constatés par Trend Micro et qui ont remonté une information directement dans ce menu-là. Et ce menu-là
peut même être retrouvé directement dans le tableau de bord, dans la partie événements intéressants. Dès lors que vous avez des nouveaux événements intéressants remontés par Trend Micro, pas forcément par vous les verrez apparaître directement ici pour une analyse un petit peu plus précise et un petit peu plus précise, exactement. Voilà l'ensemble des éléments que je voulais vous montrer, durant, notre échange, puisque comme je vous le précisais, il s'agit de produits assez complexes, et en même temps avec la solution Worry-Free, on a tout fait pour le simplifier et vous permettre vraiment d'avoir un maximum d'informations à travers cette console qui a, voilà, grandement été simplifiée. Donc, on vous communiquera certaines informations pour les gens qui veulent aller encore plus loin dans la notion de worry free. Il faut savoir que Trend Micro, du coup, organise, certains événements de temps en temps, notamment des programmes de certification qui vont vous permettre, sur une journée complète, de suivre, une partie théorique, de faire des exercices et de valider une certification, au bout de cette demi-journée ou de cette journée complète. On se permettra en effet de vous envoyer, l'ensemble de ces calendriers. Je regarde très rapidement si, on a en effet des questions, dans le chat. Hem, dans la mesure où les fichiers sont générés automatiquement et de manière unique au moment du download et qu'ils changent de nom dès qu'il est fini, quel intérêt de faire une recherche? Ah, alors en effet, il y a le côté automatisé, au niveau des journaux, que l'on va pouvoir directement télécharger, d'ici, hein, et la root cause analysis, enfin ici, on a un détail plutôt simpliste, c'est-à-dire qu'on va retrouver, le process ou le logiciel qui est à l'origine du téléchargement, par exemple. Dès lors qu'on fait un root cause analysis, on va avoir un niveau de détail beaucoup plus important et imaginons que cette infection soit arrivée par mail parce que justement vous avez mis de la protection d'email. Dans le premier niveau de log, vous aurez juste l'exécution au niveau du post, alors que lorsque vous partez sur un root cause analysis et une recherche, comment dire, beaucoup plus détaillée, vous allez pouvoir visualiser en effet que l'infection est arrivée par un email vers tel utilisateur, il a été exécuté sur tel ou tel poste, donc le niveau d'analyse prend un petit peu plus d'ampleur. Donc c'est pour répondre à la question de monsieur Zitoun. Ça permet juste d'avoir un niveau de sécurité et un niveau de visibilité beaucoup plus important en mêlant et en corrélant l'ensemble des informations qui sont dans cette base de données. Donc je ne sais pas si pour vous c'est OK. Alors j'ai noté du coup la question d'Arié. Je vous répondrai du coup, très rapidement, je pense dans l'après-midi. Hem Mais de rien du coup. Donc voilà, je vous fais un petit récapitulatif parce que cette notion, voilà, de possibilité de vente au niveau commercial et cetera, c'est toujours quelque chose sur lequel je prends des pincettes, puisque dans certains cas, on va pouvoir vous vendre une solution à partir d'un certain nombre d'utilisateurs. 6 mois après ou 1 an après, du coup, cette information risque d'évoluer. Donc je préfère vérifier mes sources avant de vous fournir toutes ces informations. Alors, sachez que l'ensemble, voilà, de cette vidéo a été enregistré et vous sera fourni directement par notre ami Pascal. On vous fera un petit mail récapitulatif déjà pour vous remercier, d'être présent. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a à peu près, entre 20 et 25 personnes qui sont intéressées par, ces sujets. On vient de clôturer justement on vient de clôturer justement, ce troisième rendez-vous, autour de Worry Free. Pour rappel, on a parlé de la solution Vision One de Trend Micro qui intéresse beaucoup de clients aussi par la même occasion. On a parlé dans le second épisode, des solutions, Cloud One. Là, on parle de Worry Free. On a un quatrième rendez-vous, qui va vous permettre aussi par la même occasion de mieux manipuler la notion de LMP, la notion de, voilà, de gestion de licence à travers cette console MSP, puisque le modèle MSP devient de plus en plus obligatoire, j'allais dire, pour l'ensemble de vos clients. Et donc, ce quatrième épisode viendra clôturer ce premier semestre du coup. Ces vidéos-là seront disponibles. Là, je vois que Arié m'a posé une question: «Est-ce que la vente de la solution nécessitera obligatoirement une certification?» Non, vous pouvez vendre la solution, Worry-Free, d'ailleurs l'ensemble des solutions Trend Micro, sans aucune certification. Il faut juste savoir que voilà, certaines certifications sont
fortement préconisé par Chris et Trend Micro, puisqu'il y a un niveau de technicité assez important. Mais globalement, les solutions worry-free, elles se prennent en main, comme vous avez pu le constater assez rapidement. Donc, un niveau de certification n'est pas obligatoire pour revendre la solution. Merci à tous pour avoir été présents à cet échange. Et puis, ben, on reste connecté avec Chris Réseau. Si vous avez besoin, voilà, si vous avez une interrogation, si vous avez besoin de notre support technique ou si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à rentrer en relation avec les commerciaux ou même avec l'équipe technique pour ceux qui la connaissent. Et on se fera un plaisir de vous répondre. J'ai une question de Junior Antoine. Peut-on installer une application à distance via la console Trend? Non, malheureusement, il ne s'agit pas d'une fonction, d'une solution de type RMM. On a vraiment pour objectif de protéger la machine et de ne pas rajouter trop d'éléments supplémentaires. Donc non, on ne peut pas déployer d'applicatif à distance avec la solution Trend Micro. Si vous vous rapprochez de votre commercial, on a d'autres solutions qui sont capables de le faire et ils le font très, très bien. Merci à tous pour votre participation et puis à bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Théo. À bientôt. Kevin aussi.